Elle a rencontré à la Fondation Rothschild le docteur Sylvie Choqueron, neuropsychologue, la seule personne en France à traiter cette pathologie. Alors, ce qui est un peu compliqué, c'est que la cécité corticale produit une perte de vision, mais en même temps est due à une lésion cérébrale, ce qui fait que ce n'est pas vraiment le domaine de l'ophtalmologie, parce que la lésion est cérébrale, c'est donc le domaine de la neurologie. Mais comme cela concerne la vision, c'est vrai que les neurologues ne pensent pas systématiquement à dépister et à rechercher un trouble de la vision lié à une lésion cérébrale. Donc c'est un trouble qui tombe un peu dans le no man's land entre l'ophtalmologie et la neurologie. Voilà pourquoi il n'est pas souvent recherché, pas souvent reconnu. La famille et les médecins savent que l'enfant a eu un problème neurologique, qu'il soit justement comme une privation d'oxygène dans le cas de Romain, ou un traumatisme crânien, ou un accident vasculaire, ou peu importe. Dans le dossier, on peut retrouver quelquefois écrit noir sur blanc qu'il y a des signes de cécité corticale, mais dans la mesure où la rééducation de ces troubles, la prise en charge de ces troubles n'est pas du tout développée en France, mais c'est le même cas aux États-Unis ou ailleurs, ces enfants ne sont pas pris en charge pour leurs problèmes et on va essayer de colmater les difficultés, de les aider à compenser, voire de les mettre dans une autre case qui serait la case des malvoyants due à une lésion de l'œil, alors qu'en réalité, seule une rééducation adaptée pourra les aider. Alors, quand ces patients ont perdu la vision à cause d'une lésion cérébrale, ils se comportent comme s'ils ne voyaient pas. Donc, si vous leur demandez, si vous leur présentez par exemple un crayon dans un de leurs champs visuels et que vous leur demandez de l'attraper, ces patients vont vous dire non, je ne peux pas l'attraper, je ne le vois pas. Et puis, si vous les forcez à l'attraper, donc vous leur dites, écoutez, vous ne voyez rien, mais il y a quelque chose, et moi je pense qu'une partie de votre cerveau l'a traité, même si vous n'en avez pas conscience. Donc le patient va, à sa grande surprise, diriger un geste et attraper cet objet, alors que pourtant consciemment il ne l'a pas vu. Ce qui montre que dans le cerveau, il existe des régions qui sont capables de traiter l'information. Mais comme la région qui s'occupe de la conscience visuelle est lésée, ils se comportent comme des aveugles et ils n'ont pas conscience que ces régions ont reçu des informations. Donc notre rôle, c'est de forcer les patients à utiliser, à surutiliser même cette vision dont ils n'ont pas conscience. Et on sent le patient passer par une série d'étapes. Donc au début, à sa grande surprise, il va attraper des objets dans son champ aveugle alors qu'il ne les avait pas vus. Puis il va commencer à dire qu'il distingue les objets dans son champ aveugle, qu'il les perçoit à peine, qu'il sent qu'il y a quelque chose et finalement qu'il les voit. Le cerveau a cette propriété très particulière qu'on appelle la plasticité cérébrale, qui lui permet de construire de nouveaux circuits, de nouvelles connexions qui vont venir pallier à la voie qui n'est plus opérationnelle à cause de la lésion. Mais cette plasticité sera d'autant plus efficace qu'on va la favoriser et l'aider avec une rééducation adaptée. D'où l'importance de dépister ces troubles et de les prendre en charge. Si on considère que 5% des enfants scolarisés à partir de 6 ans vont présenter des troubles des apprentissages. Et si on regarde ce pourcentage, on met le pourcentage d'enfants suspectés de troubles neurovisuels d'après les études qu'on a faites, on considère que 3 à 4% des enfants pourraient présenter des troubles neurovisuels. Donc le rapport entre les deux mérite qu'on s'arrête sur vraiment les conséquences d'un trouble neurovisuel sur les apprentissages et l'urgence de les dépister pour essayer de diminuer l'incidence de troubles des apprentissages chez l'enfant. Aujourd'hui, on a la chance, grâce au soutien de la Direction générale de la santé, d'avoir pu mettre au point des tests qui permettront de dépister ces troubles neurovisuels chez l'enfant avant l'entrée au CP, donc en grande section de maternelle, et cela, si possible, dès la rentrée 2009 ou plus tard 2010. Donc les enfants pourront bénéficier à la visite avec le médecin scolaire, donc adossé sur la visite ophtalmologique qui existait déjà, ils auront un certain nombre de tests qui permettront de tester les fonctions neurovisuelles, attention visuelle, mémoire visuelle, analyse visuelle, et qui permettront donc de prévenir les troubles des apprentissages ou les troubles graves du comportement qui auraient pu être générés par ces difficultés.
Ces deux voies, on peut déjà les identifier depuis la rétine jusqu'au cerveau. Et donc toujours dans le suivi de ce dépistage, la Direction générale de la santé nous a demandé de former les centres référents pour les troubles des apprentissages qui existent en France, au dépistage, au diagnostic de ces troubles et puis évidemment à la prise en charge de ces troubles pour éviter les conséquences désastreuses de troubles neurovisuels tels que ceux-là qui ne seraient pas dépistés et donc pas pris en charge.